Yeah. Face à ma nerf. C'est le rendez-vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. Face à ma nerf. L'excellence, le succès et la réussite. Face à ma nerf. Ah, face à ma nerf. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. Face à ma nerf. Yeah. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est membre du bureau politique, secrétaire permanent en charge des finances, de l'équipement et du patrimoine du Parti congolais du travail. Député élu à Kélé dans les départements de la Cuvette Ouest. Premier vice-président de la commission économie et finances à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, Thierry Aubier est face à Maner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir monsieur le journaliste et bonsoir cher Mano Maner. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans ce programme. Il est partagé. Voilà, alors Thierry Aubier, qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces derniers temps? Ces derniers temps, l'actualité est abondante, tant au plan international que national. On va dire au plan international, le retour aux affaires du président américain Donald Trump, qui vient bousculer pratiquement la politique internationale. Au plan international, on ne peut pas oublier non plus la guerre russo-ukrainienne, pour laquelle aujourd'hui la Fédération de Russie et les États-Unis sont en négociation pour aboutir à la paix. Au plan international également, il faut souligner la guerre au Moyen-Orient entre l'Israël et la Palestine. J'avoue que c'est de cœur serré que j'en parle parce que le silence coupable de grandes puissances et même des Occidentaux sur cette question où les Palestiniens sont pratiquement décimés me fait peur. Enfin, si nous arrivons chez nous, en Afrique, et surtout à côté, c'est déplorable, le conflit à l'est de la RDC, entre les M23 appuyés par le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ça, c'est au plan international. Et si nous arrivons chez nous, nous disons qu'il ne manque pas non plus d'informations. Déjà, la récente descente ou voyage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans la Bouenza, on est une, et même celle n'est que agricole. Donc voilà ce que j'ai retenu sur l'actualité, tant au niveau international que national. Si vous voulez, on aura l'occasion d'en débattre. Ce qui retient notre attention, vous aviez parlé en dernier en Afrique, peut-être pas du sud du Soudan, là-bas aussi ça commence à bouger. Vous avez évoqué la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Alors, quelle est votre lecture sur cette crise de l'est en RDC? Rapidement, il faut se dire qu'il n'y a pas de lecture à faire.
aucun pays n'a le droit d'aller prendre des terres qui ne lui appartiennent par force. Et donc ce qui se passe en RDC doit être arrêté par tous les démocrates du monde. Mieux, ça se passe à nos portes. Parce que avant la conférence de Berlin de 1880, nous sommes jusqu'à l'Angola, un même pays. Et justement, à la conférence de Berlin, il y a eu donc ces séparations. Et nous pensons que l'intégrité de chaque pays africain doit être observée par tous les pays, à commencer par nous-mêmes les Africains. Donc vous me demandez ma lecture sur ce qui se passe. J'appelle, n'est-ce pas, à l'arrêt des combats. Et nous avons commencé à observer que les deux parties, entendu la RDC et le Rwanda, ont commencé des négociations. Malheureusement, c'est le cœur serré que moi je le dis, hein, qu'on soit allé si loin à Doha, là-bas au Qatar, pour trouver la solution alors qu'elle était proche ici, avec l'Angola, le président Lorenzo. Sur ce point, honorable, vous aviez dit que c'est presque à nos portes. Est-ce que la crainte que émettent les institutions comme les Nations Unies, qui craignent une crise régionale et l'embrasement de certains pays, est-ce que c'est réel? Oui, cela est réel. Il ne faut pas oublier que la RDC, c'est 9 frontières. Et plus de 2400 kilomètres que nous partageons avec le Congo, Brazzaville. Alors, donc, les inquiétudes des États-Unis, voilà pourquoi, justement, les Nations Unies s'impliquent. Nous disons que cette situation aurait pu trouver une solution africaine par les mécanismes que les Africains même ont trouvé, à savoir l'Union africaine. On aurait pu voir l'Union africaine prendre cette question à bras le corps. Peut-être que ça va venir. On va dire, pour le moment, c'est l'incendie. Peu importe d'où viendra l'eau pour éteindre l'incendie. Que cette eau vienne du Qatar, tant mieux. Mais nous demandons à ce que les troupes étrangères soient retirées purement et simplement du territoire de la RDC. Tout à l'heure, vous l'avez dit, que nous partageons plus de 2000 km, exactement 2410 km de frontière, la plus longue frontière fluviale au monde. Le Congo-Brazzaville est concerné, comme vous l'avez dit, au premier plan, et il se trouve que ce même Congo-Brazzaville est indexé par une certaine opinion de la RDC d'être complice du Rwanda. Malheureusement, c'est faux. C'est faux parce que le Congo-Brazzaville est indexé au travers un certain nombre de contrats qu'il a eu à signer avec la République du Rwanda, ce qui est dans sa souveraineté. Je regrette, quand je fais la lecture des contrats, je trouve que les mêmes contrats que le Congo-Brazzaville a signés avec le Rwanda, la RDC en a signé exactement la même, et même bien avant. Ah bon? Alors, il faut faire attention, ne pas laisser la proie pour poursuivre l'ombre. C'est une énigme. Non, ça veut dire que la question, ce n'est pas le Congo-Brazzaville. La question est ailleurs. Ah bon? Bien sûr. Et cette médiation aujourd'hui assurée par la SADC, par les pays, par les États de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'Angola est démissionnaire. Vous aviez fustigé tout à l'heure... Je n'ai pas fustigé, j'ai regretté. Ah, vous avez regretté la médiation du Qatar. Oui, qu'elle soit sortie du continent africain. Mais récemment, ils ont encore reçu les rebelles du M23 à Doha.
Pour vous, le principe des solutions africaines pour des problèmes africains. Mais ce n'est pas pour rien que les pays africains ont mis un instrument appelé l'Union africaine. C'était justement d'abord pour effectivement traiter ces genres de questions, de problèmes. J'ai dit en passant que si la solution peut partir de Doha, tant mieux. Mais que ce n'est pas trop tard que l'Union africaine, que les voisins qui sont toujours l'Angola, même des missionnaires, que la SADC et autres s'approprient cette question. Ça vous étonne que Denis Sassou Nguesso, chantre de la paix, qui est souvent sollicité ici et là, ne soit pas impliqué dans cette crise? Alors, dire qu'il n'est pas impliqué, je ne pense pas. Déjà qu'il y a une certaine opinion qui accuse le Congo-Brazzaville. Et j'ai dit que c'était faussement. C'est pour cela que j'ai parlé de la proie et de l'ombre. J'ai dit le président de notre pays, le président Denis Sassou Nguesso, a toujours œuvré pour la paix. Et sur cette question, je crois qu'il n'est pas non plus en retrait. On a déjà vu ces rencontres avec le président Tshisekedi il y a à peine 2 semaines, tout comme avec le président rwandais. Je crois que le président Denis Sassou Nguesso, comme vous avez su dire, c'est son cheval de bataille. Et ces solutions sont toujours attendues. Nous, encore 2 fois de plus, nous l'exhortons à ne jamais abandonner, parce que c'est son credo. Le comeback de Donald Trump, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Afrique doit s'inquiéter de ce comeback? Déjà qu'il bouleverse le monde, et depuis qu'il est là, les caméras, les projecteurs sont tournés vers la Maison-Blanche. Alors, il n'y a pas que du mauvais. Hein, il faut positiviser un certain nombre de choses. J'ai vu que les services même des États-Unis, de la CIA, ont reconnu que c'est ce pays qui finance, entre autres, le terrorisme. Ah bon? Oui. Dixit, la chef... Les anciens membres de la CIA. La chef de la CIA aujourd'hui. Vous ne l'avez pas suivi? L'actuel. L'actuel. N'est-ce pas? Ah, donc, ce qui les a amenés d'ailleurs à démanteler l'USAID. USAID et autres. Voilà, qui était une agence dite d'aide et de coopération, ce qui n'est une bonne chose. Peut-être mauvaise parce qu'on attendait l'aide des États-Unis. Et nous pensons aussi que c'est bien fait pour que les pays africains ne doivent pas se développer au travers des aides. Ça veut dire que nous devons changer de paradigme. Le développement ne doit pas être axé sur les aides, soit-elles américaines. Je crois que c'est aussi la leçon à tirer du retour en force de Trump. Il vient changer des choses parce qu'il amène aussi la formule business. C'est un monde financier, c'est donc un monde de développement. Et l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain? Alors, par contre, il faut craindre une chose. Peut-être pas lui-même Trump, peut-être que son entourage, il faut bien regarder. Son administration. On regarde bien tout autour. Il y a un peu aussi certaines velléités, je dis ça, supposées, hein, à vouloir un peu prendre par la force ce qui ne nous n'appartient pas. Donc, et puis, pour nous, Africains, le retour à cette politique révolue, dite l'apartheid, chat échaudé. Hein. Sans vous couper, le durcissement de l'acquisition, par exemple, des visas sur beaucoup, 100 et quelques pays. Il y a 22 pays africains qui sont concernés, parmi lesquels la République du Congo. Mais parce que ça joue sur quoi? Ça, au contraire, ça devait nous motiver pour dire que là-bas, ce n'est pas l'Eldorado. On irait là-bas chercher quoi? 22 des 43 pays indexés, 22
sont africains. Oui, ça veut dire que les Africains doivent rester chez eux, développer leur pays. Il n'a pas refusé les visas pour les visas de travail. Peut-être on refuse les visas pour ceux qui aillent s'y installer. Et nous devons donc réunir les conditions dans nos pays pour y rester et puis coopérer avec les États-Unis. Je ne vois pas ça trop mal. Voilà. Au contraire, le retour, ça devait être une prise de conscience. Globalement, on est bien chez soi à nos manières. D'accord, donc globalement, vous êtes satisfait du retour de Trump? Oui, parce que... même s'il annexe certains pays par force. Là, il menace déjà le Groenland. Ce sont que des velléités, mais je crois que la communauté internationale non plus ne laisserait pas ces choses-là. Autant j'ai parlé de la RDC et du Rwanda, que l'intangibilité des frontières doivent être respectées, il en est autant pour le Groenland et autres, ou le Panama. Je pense que c'est une intention. Ce n'est pas, pour le moment, il n'est pas passé à l'acte. C'est une intention. La communauté internationale est là. Nous avons l'ONU qui a été créée également pour régler ces questions. C'est pour cela tout à l'heure, j'ai fait appel à l'Union africaine. Vous croyez toujours aux Nations Unies? Oui, cette volonté. Pour régler les conflits? On peut toujours changer de politique, mais le fait, la volonté de s'unir pour pouvoir même résoudre les problèmes par la négociation, par la dissuasion. Donc il y a cette volonté. Je crois que pour le moment, il n'y a pas encore d'alternative. Je ne sais pas, je n'en trouve pas encore que l'ONU pour pouvoir régler les problèmes au niveau international. Voilà, nous allons revenir en République du Congo où vous êtes député élu à Kélé, dans le département de la Cuvette Ouest en République du Congo. Alors, comment se porte Kélé? Kélé se porte très bien comme le reste des districts de la République du Congo. Kélé ne cesse de défrayer la chronique. En février dernier, le maire de cette localité avait été agressé par des personnes qui s'opposent à la construction du lycée de Kélé sur un site qui serait interdit, que ce site abriterait, on dirait, le Nzobi. C'est déjà quoi le Nzobi? Alors, vous parlez de Kélé, bon, il n'y a pas de différence. Ce qui s'est passé à Kélé, ça se passe plus ou moins ailleurs. J'entends parler à Pointe-Noire, il y a des Koulouna, il y a, je ne sais pas. En fait, c'est le terme... Koulouna, les bandits. Les propriétaires, les inciviques. Ce sont des inciviques. Ceux qui ont agressé le maire, c'est des inciviques. Mais sinon, une autorité installée, n'est-ce pas, dûment par le pouvoir public, ne peut pas être agressée par des citoyens, quel que soit le problème. Quel que soit, je dis, quel que soit le problème. Mieux, ceux qui les agressent sont instrumentalisés, téléguidés, envoyés par des intellectuels ici, assis ici à Brazzaville. Et qui partent de Brazzaville avec des armes pour aller agresser leurs parents. J'estime que le gouvernement, je dis je n'estime pas, quoi qu'il en soit, le gouvernement va prendre déjà ses responsabilités, puisque j'apprends entre autres que les supposés agresseurs, je dis supposés, parce que ça sera établi, seraient convoqués par le tribunal à Ivo. Et j'ai foi qu'ils ont de bonnes raisons qui vont convaincre, n'est-ce pas, la justice de cette agression gratuite et téléguidée. Vous parlez de Nzobi. Le Nzobi, en ce que je sache, c'est une secte secrète. On ne devait même pas en diffuser. On ne devait même pas en proclamer. Parce que l'objectif, c'est conserver, n'est-ce pas, les valeurs. Les valeurs. Mais c'est un fétiche? Je ne sais pas, je ne le dirai pas. Je disais que c'est une secte secrète. Je n'en suis pas membre. Alors, vous savez,
la doctrine. Nous sommes une république. Et une république, c'est d'abord la loi. Mais après, vous allez dire, oui, il y a aussi des coutumes, il y a la jurisprudence. Tiens, parlons de la jurisprudence. Le Nzobi n'est pas que à Kélé. Le Nzobi est répandu partout sur l'étendue du territoire national. À Mayoko, il y a le Nzobi. À Komono, il y a le Nzobi. À Itumbi, il y a le Nzobi. Un peu partout. Mais je parlais de la jurisprudence. C'est l'équivalent un peu au Bénin du vaudou. C'est à eux de leur dire. Mais je sais que dans mon enfance, on a dit que le Nzobi était là pour protéger, n'est-ce pas, les populations des mauvais esprits, vous n'en faites des pas bandits. partie. Je n'en fais pas partie, malheureusement. Alors, donc, je disais que la jurisprudence tient à Itumbi, à 65 km, lorsqu'il s'agit de construire le lycée, l'endroit choisi, c'était là où il y avait le Nzobi. Et les tenanciers du Nzobi avaient été contactés volontairement. Ils ont dit le Nzobi ne peut pas être un obstacle à la construction d'un lycée. Nous nous déplaçons. Ils se sont déplacés, ils sont allés en face. Et une fois en 2011 qu'il y avait la municipalisation, le même endroit qui était retenu pour le Nzobi avait été choisi pour abriter les hôtels de la mairie, les hôtels de la sous-préfecture. Le Nzobi s'est encore une fois de plus déplacé. Moi, j'entends des gens crier qu'aller d'abord voir si on peut déplacer le Québec. Mais j'ai suivi tout dernièrement une cassette en Ngoko, n'est-ce pas? Un membre de Québec disait, pour nous, c'est même la bienvenue. S'ils arrivent, nous allons nous déplacer. Alors, donc, le problème, ce n'est pas le Nzobi. Parce que les membres du Nzobi à qui ils avaient été contactés, ils avaient donné leur accord. Et ce sont des intellectuels basés à Brazzaville qui auraient appris que le projet du lycée aurait été un amendement du député que je suis. Donc, c'est le député qui construirait le lycée. Mais c'est ne pas connaître même la loi fondamentale. Et la Constitution, à son article 143, dispose les membres du gouvernement et du Parlement ont le droit à l'amendement. Je m'explique. Lorsque un projet de loi arrive, pour le cas d'espèce, c'est le budget. Un député peut apporter un amendement en disant « Je n'ai pas vu la construction de la route entre machin, moi je la propose ». Le principe est simple, pourvu que vous apportiez la ressource. Vous proposez la dépense, vous apportez donc la ressource. C'est simple. Et c'est le cas du lycée de Kélé, qui est à l'initiative. Mais après, ça devient une loi. Et parlons de Nzobi. Le Nzobi à Kélé n'a rien à voir avec le site choisi. Parce que le site choisi appartenait à des gens qui n'y habitent plus. 13 individus avaient été identifiés. Le lycée, le sanctuaire est à plus de 300 km, voire 500. Donc ça n'a rien à voir. Les gens qui sont déplacés pour aller identifier, malheureusement, les tenanciers ne montrent pas l'endroit où il y a le Nzobi. Ils montrent les terrains qui appartenaient à des citoyens et qui ont ont quitté. Donc moi je disais que, quoi qu'il en soit, on n'est pas venu disparaître le Nzobi. Déplacer ne signifie pas mettre fin. Et puis, parlons du Nzobi de Kélé. Mais il y a 6 sanctuaires. À Kélé Centre, il y en a 2. Si la volonté du député est de faire partir le Nzobi, mais pourquoi seulement un sanctuaire? Mais pourquoi pas le deuxième sanctuaire qui est installé? Mieux, le député y est allé, a fait venir tous les sanctuaires. Et des 6, 5 se sont présentés. Sauf celui dont vous parlez là, qui n'est pas venu.
Parce que Brazzaville avait appelé pour dire n'allez pas. Alors, donc, c'est des politiques qui ont des agendas cachés. Et il faut qu'on arrête, qu'on ne confonde pas. Mieux, ce sont des intellectuels et des enseignants. Et moi, je suis surpris qu'ils sont en train de passer dans des bureaux, à la présidence, à la prémature, se faire entendre pour expliquer quoi? Qu'un député, c'est celui qui peut s'opposer à sa culture. Qui on veut tromper? Et puis, c'est l'épouvantail, pardon, pour dire « Ah non, sinon les gens vont mourir. Ah non, c'est les cultes. » Bah attends, le Nzobé est enregistré où? Le développement, oui, on va aller tous ensemble, y compris avec le Nzobé. Mais ça ne peut pas être un obstacle au développement d'un pays. Vous savez, le collège à Kélé est créé en 1965. Aujourd'hui, Kélé compte 22 écoles primaires, 2 collèges. Et à chaque fois qu'il y a le BPC, pas moins de 50 admis, 70. Mais si vous avez 70 admis, vous n'avez pas 2 classes de seconde, 25. On vous dit qu'il n'y a pas d'élèves. On parle d'un brassage, mais les brassages, ça veut dire que si on crée, d'autres élèves viendraient d'ailleurs. Mieux. Lorsque les enfants de Kélé vont à Itumbi, à Evo, le député qui vous parle est mieux placé. Parce que j'aurais mis au défi, aucun intellectuel de Kélé ne le fait. Moi, je prends en charge les 100 élèves, toutes séries confondues, de la seconde en première. Chaque mois, j'envoie de l'argent pour les soutenir. Arrêtez. On va arrêter. Il y a 2 ans, j'ai fait admettre 32 enfants de Kélé, toutes séries confondues. Je les ai soutenus jusqu'à avoir le bac. Aucun. Et ce que je regrette, c'est que lorsqu'ils ont eu le bac, certains ici à Brazzaville ont organisé des fêtes pour dire qu'ils étaient des professeurs. De quoi? Non, arrêtons. À un moment donné, voilà. Moi, ça me fait mal parce que personne ne s'est investi là-bas. Et puis, j'entends des gens qui veulent. On a déplacé le lycée, on a allé montrer là où on doit construire. Qui a le droit? C'est l'autorité investie, c'est l'administrateur maire. Pourquoi? Parce que la communauté urbaine est déterminée. Il y a 6 communes, 6 quartiers à Kélé. Et le lycée est construit dans un quartier. Qui est mieux placé pour dire là où il doit se construire? Si ce n'est pas l'administrateur maire. Donc c'est un conseiller, dit-il départemental, qui doit aller montrer, après avoir enterré les fétiches avec l'effigie du président et du député que je suis. Ah bon? Il faut qu'on arrête, on est sérieux, c'est la République, il faut qu'on arrête. Donc, et ceux qui vous accusent, pourquoi vouloir seulement coûte que coûte, construire sur ce site, qu'est-ce qui est caché? Est-ce qu'on ne peut pas déplacer? Mais c'est parce que vous faites peur, peut-être, aux gouvernants ici. Vous croyez que si on déplace, il y a des gouvernants qui sont derrière ça. Peut-être eux, ils sont derrière. Je dis les tenanciers, nous les avons reçus. Ils nous ont dit aucun souci. Donc le problème est ailleurs. Donc Thierry Obié, avec les accusations du genre irrespectueux de la tradition, des valeurs ancestrales, serait contre la tradition. Vous n'êtes pas... Mais respectons d'abord la loi. C'est la loi fondamentale. Ce sont, dit-on, des juristes. Envoyer quelqu'un d'ici avec des armes, aller taper un maire. Moi, j'ai déjà dégagé le Nzobé pour que je suis... vous savez, il n'y a pas mieux que moi qui respecte les traditions. Nzobé, vous savez que je suis le seul à Kélé à avoir organisé un mariage traditionnel dans mon village. J'ai amené ma fille avec son fiancé depuis Brazzaville ici. Et nous sommes allés. Voilà quelqu'un qui ne respecte pas la tradition. Je suis allé là-bas, c'est pour démontrer comment, n'est-ce pas, traditionnellement, on vit à Kélé, comment on se marie. Il y en a eu 2, vous avez déjà entendu parler à Kélé. Et pourquoi, en parlant de ce mariage,
On a appris partout que c'était somptueux. Vous aviez déplacé le couple plus de 800 km de Brazzaville, et pourtant le couple est de Brazzaville. Pourquoi organiser un tel mariage au cœur, d'aucuns diront, dans la forêt? C'est pour prouver quoi? Vous dites une chose et son contraire. C'est au cœur de la forêt, c'est somptueux. Non, l'objectif était que nous devons conserver nos traditions et les enfants doivent savoir d'abord d'où viennent leurs parents et comment le mariage est coutumier. Ce n'est pas une innovation. Quand vous allez devant l'officier d'état civil pour un mariage, la première des questions que vous posez, est-ce que vous avez été marié coutumièrement? La coutume Mbéré ici à Brazzaville. C'est pour cela que j'ai amené ma fille pour dire coutumièrement, c'est donc à Kélé. Et le mari, comment a-t-il réagi? Amoureusement. Ben, je pense qu'il faut féliciter le jeune homme qui aime sa femme, aime donc la culture de sa femme. Alors pour revenir à l'agression du maire, agresser une autorité en public, d'aucuns diront bastonner, comme on l'a lu dans certains réseaux, un maire de la République, d'aucuns se poseraient la question de savoir où est passée l'autorité de l'État. Bon. Est-ce que les maires ne sont pas protégés? Les maires n'ont pas de garde du corps? Bon, tout ça, je n'accuse personne, mais je pense que c'est derrière nous. Le plus important, c'est qu'est-ce qui reste à faire, n'est-ce pas? Que la justice fasse son travail? Exact. Exact, voilà. La justice doit faire du travail et je crois que le gouvernement est sur cette lancée que les acteurs de ces actes doivent répondre devant la justice. Déjà, ce n'est pas à moi d'apprécier, chacun fait son rôle. Je crois que la justice est mieux placée. Donc on laisse à la justice faire son travail. On laisse à la justice faire ce travail. Mais je vous vois que vous étiez choqué. Ce sont quand même des parents. Ce sont des parents. Et moi, je suis plus choqué parce que j'ai vu un certain présumé notable. Vous savez, les notables ont des cannes de notabilité. Et quand j'entends que ce site-là, il y a la notabilité ici, il y a quoi? Un notable qui prend sa canne et tape un administrateur maire. Et après, il veut solliciter à être reçu par les autorités qui ont placé le maire. Heureusement, de ce que j'entends, qu'ils ne sont jamais reçus. Parce que, pas parce qu'ils ne devaient pas l'être, mais parce qu'ils doivent d'abord répondre devant la justice. Nous allons quitter Kélé pour parler de la République. Puisque c'est vrai que vous êtes député élu à Kélé, mais vous êtes député national. Tout mandat impératif est nul. C'est la Constitution. C'est-à-dire que lorsque vous êtes député, vous n'avez pas un mandat impératif. Vous ne vous occupez pas de vous. Vous êtes national, comme vous venez de dire. Voilà, donc député élu à Kélé, dans le département de la Cuvette-Ouest, membre du secrétariat permanent du Parti congolais du travail, en charge des finances, du patrimoine, et vice-président de la commission économie et finances et contrôle de l'exécution du budget à l'Assemblée nationale. Toutes ces casquettes nous emmènent à vous poser la question, comment se porte le Congo? Bon, je crois que pas mal. Le Congo se porte bien parce que d'entrée de jeu avec vous, nous nous sommes intéressés à une question fondamentale, à savoir la guerre. Et nous avons regretté que juste à côté de nous, chez nous ici, à nos portes, il y a la guerre. Et je dis, le Congo se porte bien parce qu'il n'y a pas la guerre ici. Les citoyens congolais dorment et se réveillent. C'est déjà quelque chose s'ils se portent bien parce qu'il y a la paix. Vous allez me dire oui, comme certains, la paix ne se mange pas. Mais oui, nous connaissons des difficultés, c'est vrai. Mais j'ai foi. J'ai foi en ce que les solutions vont être trouvées. J'ai parlé de la paix comme condition première, sine qua non même, disons-le. Mais vous voulez parler un peu des questions économiques et financières. Je disais que le gouvernement et le président de la République sont en eux,
puisque le Congo vient de passer le dernier examen, à savoir la 6e revue a été concluante, n'est-ce pas, avec le Fonds monétaire international. Et moi, comme je venais de le dire, que c'est des périodes, nous connaissons des périodes de tensions de trésorerie, mais j'ai foi. Au parti, nous avons appelé le président de la République, chez nous ses camarades, Denis Sassou Nguesso, comme étant le timonier. Ça veut dire que quand il y a le bateau, il y a l'orage, il est toujours aux commandes. Donc nous pensons que le Congo va sortir de cette situation. Et vous, en tant que financier, c'est vrai, lorsqu'on voit la dégradation des routes, dès qu'une pluie s'annonce, vous direz peut-être que d'aucuns diront que la pluie n'est pas un obstacle, mais nous qui vivions à la cité, c'est devenu un obstacle. Il y a l'inquiétude, il y a la panique, les routes sont dégradées ici et là, et en passant, il y a des grèves ici et là, il y a certaines institutions qui sont jusqu'à aujourd'hui impayées, et vous-même à l'Assemblée nationale, vous avez des retards. J'aurais appris que vous avez plusieurs mois de retard, des impayés. Alors, en tant que financier, qu'est-ce que vous préconisez face à cette situation? Ah bon, alors, ce n'est pas une situation voulue par un individu. Ce n'est pas la volonté d'un individu. Peut-être qu'il faille expliquer comment on arrive à ce genre de situation. Il y a donc un déséquilibre dans le système économique et financier qui souvent est dû à quoi? Quand on parle d'économie, le système économique et financier. Donc nous sommes un État, pour se développer, il se dote d'un budget. Un budget signifie des recettes d'un côté, et de l'autre, il prévoit des dépenses. En dehors de ceux de fonctionnement, il y a des dépenses donc dites d'investissement. Et le déséquilibre arrive lorsqu'il y a un choc. Pour le cas d'espèce, c'est le choc pétrolier. Les recettes pétrolières, n'est-ce pas, ont baissé. Mais lorsque les recettes baissent, les dépenses ne baissent pas souvent. Je vais prendre le cas, parce que vous avez des recettes qui ont baissé, est-ce que les salaires doivent baisser? Moi, je suis content que nous ne sommes pas arrivés là. Généralement, quand le Fonds monétaire arrive, la recette, c'est celui-là. Il faut baisser les recettes. L'effort qui est fait ici, le gouvernement est rentré en contact avec le Fonds monétaire pour ramener donc l'équilibre. Et la conclusion donc de la 6e revue démontre de la volonté, parce que nous sommes passés pendant 3 ans, la première revue jusqu'à la 5e qui sont données. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on y arrive. Et donc, moi je pense que nous allons vers l'équilibre de nos finances publiques. Et une fois que l'équilibre est revenu, vous parlez des routes. C'est pour cela que je dis, c'est le financement. Mais avouons-le, qu'avant qu'elles ne se dégradent, elles ont d'abord été construites. Et de l'autre côté, n'oublions pas aussi l'environnement. Nous sommes ici en zone tropicale, la pluviosité ici est abondante. Ça, c'est vrai d'un côté. Mais les grèves aussi démontrent que nous sommes aussi dans un état de droit. Parce que ailleurs, on irait en grève, on vous met en prison. Donc au Congo, on est libre, n'est-ce pas? Voilà, d'aller en grève, c'est sa liberté. Et pourquoi les travailleurs vont en grève? 2, pour demander les conditions, l'amélioration des conditions de travail ou l'augmentation des salaires. Bon, il y en a peut-être qui vont en grève, comme vous le dites, parce qu'il y a les retards des salaires, mais ce qui est à admirer, c'est la volonté du gouvernement qui est prête à écouter à travers des dialogues. Donc, il y a des rencontres entre des partenaires. Et voilà pourquoi nous disons aussi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président, on peut faire la grève,
Mais ne cassons rien. Ne cassons rien. Et vous avez parlé de nous-mêmes parlementaires. Voilà, des parlementaires sans ressources. Parce que c'est vrai qu'en République du Congo, le député est très social. Le député participe aux veillées mortuaires, aux enterrements. Tout à l'heure, vous aviez évoqué... Mais il faut sortir de ce schéma où c'est des députés et le gouvernement a trouvé la parade. Le gouvernement a trouvé la parade. Permettez, honorable. Tout à l'heure, vous avez évoqué, vous envoyez chaque fois de l'argent pour soutenir des lycéens. Alors, et certains n'ont pas peut-être ces ressources. Est-ce que ce n'est pas un danger avoir un parlementaire sans ressources? Non, je disais. C'est pas une bombe à retardement demain? J'ai voulu vous parler de la parade que le gouvernement a trouvée. N'est-ce pas? Sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle la sécurité sociale. Mais chez nous, la sécurité sociale, j'ose le dire, hein, sans me tromper, c'est la solidarité. Voilà pourquoi j'envoie de l'argent. Mais le gouvernement a trouvé que désormais, il faut l'assurance universelle, soit maladie et autres. Le fait que les gens soient assurés, n'est-ce pas? Demain, on n'a plus besoin d'un député. Parce que quand il est malade, son assurance le prend en charge. Il n'y a pas que les fonctionnaires. Même si vous travaillez au champ, vous êtes assuré. Voilà la parade que le gouvernement apporte. Est-ce que ça serait possible qu'un député soit élu sans promesse? Si on dit seulement qu'un député au Parlement ira seulement pour parler, est-ce que vous avez la chance d'être élu en République du Congo? Oui, un député peut être indépendant. Mais si c'est un député d'un parti, ses promesses, c'est de son parti. C'est donc son parti qui établit la ligne de campagne. Pourquoi il envoie un candidat? Et si ce parti-là arrive au pouvoir, il exécute les promesses. Mais si vous êtes seul, indépendant, vous êtes élu, comment vous allez arriver? Vous n'aimez pas les indépendants, hein, apparemment. Le système est tel que... Une expérience amère? Non, pour le moment, la loi l'autorise. La loi sur les élections autorise les indépendants. Et s'il m'était donné de donner mon point de vue, je disais, on va petit à petit jusqu'à éliminer que ça soit que des partis. Parce que le but, c'est quoi? On vise quoi? Le pouvoir. Alors, les élections, on vise le pouvoir. Tout à l'heure, vous avez parlé que le Congo va surmonter les crises, le meilleur est à venir. Alors, pour ceux qui pensent que la République du Congo serait un chaos, vous répondez quoi à cela? Ce sont des pessimistes et peut-être que vous ne trouvez pas l'heure où vous voulez taire des quêtes. C'est ceux qui se disent opposants, non? Vous ne voulez pas le dire? Et puis un État ne peut pas être en chaos. On parle de chaos s'il y a guerre. Nous sommes en guerre pour qu'on dise que le Congo, c'est un chaos. Il y a rien qui vous disent à côté que voilà, il y a des retards des salaires. Mais Mano Manière, allez demander aux fonctionnaires, ceux qui sont en activité, parce que moi je le suis plus depuis 10 ans, allez leur demander combien de mois l'État congolais leur doit. Vous êtes fonctionnaire? Je ne sais pas. Mais vous ne parlez pas ça du bien. En parlant, pourquoi vous résumez le Congo à la fonction publique? Exactement. C'est pour cela que je disais tantôt que, aussi, si vous allez, n'est-ce pas, dans le privé, je ne sais pas si vous avez des statistiques, on en a, il y a combien d'entreprises qui ont fermé pour dire que les gens sont allés au chômage? Alors, tout à l'heure, vous aviez donné une leçon d'économie, je vous ai laissé parler. Sortir de l'argent du trésor pour créer une autre caisse appelée GUP. On sait que le trésor, c'est une caisse déjà de l'État. Guichet unique de paiement est considéré pour certains comme une faute grave en matière de gestion financière de l'État.
Il a été décidé après de rapatrier les fonds. Alors, quelle leçon qu'on peut tirer de cette situation en tant que financier? Sortir de l'argent du trésor public pour créer une autre caisse dans une banque donnée? Alors, on va faire simple. Tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes une république. Donc, au-dessus, c'est la loi. OK? C'est donc la loi qui crée le guichet unique de paiement que vous avez appelé GUP. Mais le guichet, mais c'est une loi, la loi de finances a été votée en 2022, si je ne me trompe. Sinon 2021 ou 2021 ou 2. Voilà. Donc le GUP est créé par la loi. Il n'y a qu'une loi pour mettre fin au GUP. C'est pas ça. Parallélisme de forme. On crée, on dit, et quelles sont les conditions qui ont amené à la création du GUP? L'esprit. Alors, le constat fait que les recettes collectées n'allaient pas toutes au trésor. Et même si elles y allaient, on ne les voyait pas. Ce que j'appelle, il y avait donc le tout humain. Et on a dit il faut sécuriser la recette. Donc il faut la capter par un moyen autre que le manuel. C'est comme ça qu'on a dit on le met à la banque. Et maintenant... Le trésor n'est pas une banque? Le trésor, pour le moment, n'a pas la fonction bancaire. Actuelle? Non. Et donc, il y a une loi qui est venue mettre fin au GUP. Laquelle? C'est qu'il y a une disposition dans la loi 2024 qui crée la fonction bancaire au trésor. Et demander que les recettes de l'État quittent la banque pour repartir au trésor, j'ai dit que c'est d'abord la loi, nous parlons de la loi, mais il faut que la nouvelle disposition qui abroge la première soit pratique. C'est-à-dire, une fois que le trésor a sa fonction bancaire, et comment ça va se passer? Ça veut dire quoi, la fonction bancaire? Si vous êtes un contribuable, monsieur Mano Maner, vous êtes donc appelé à payer un impôt, une taxe, on vous donne le RIB. Parce que vous, quand vous payez quelqu'un à la banque, c'est un RIB qu'on vous donne. Le RIB, c'est le relevé d'identité bancaire. Donc, on vous donne le RIB de trésor, qui est déjà une banque, et vous faites l'opération. Et c'est sécurisé. Parce qu'il y a la traçabilité. Donc, le débat de dire, en début d'année, on va pouvoir sortir, n'est-ce pas, l'argent de la banque pour amener au trésor, mais c'est un pas en arrière, 3 pas derrière, parce que le trésor n'a pas encore ces conditions-là, n'est-ce pas? Si vous repartez au tout humain, au manuel. J'ai entendu des éminents ministres, l'ancien ministre des Finances dit c'est une faute parce que la disposition demande qu'il n'y a qu'un seul compte au trésor. Mais je rappelle que, comme je viens de le dire, la seule disposition, ce n'est que la loi. Et la loi des finances peut abroger d'autres lois. Donc c'est la loi des finances qui a créé le GUP, c'est la loi des finances qui doit mettre fin au GUP. Donc en tant que parlementaire, c'était passé au Parlement? C'est bien passé au Parlement, moi qui vous parle. Donc c'était pas un sujet à débat. Et l'objectif, je le dis encore une fois de plus, c'est sécuriser et donner la traçabilité à la recette. Voilà, on va parler d'autre chose. Parlons de la jeunesse, que d'aucuns qualifient ce que vous appelez opposants, qualifieraient de sans perspective d'avenir. Les politiques congolais, vous les politiques, vous instrumentalisez souvent cette jeunesse, vous ne jurez que sur cette jeunesse, la jeunesse ceci, la jeunesse cela, année de la jeunesse, et pourtant au finish, elle est abandonnée. Bon, je ne sais pas, je ne fais pas de distinguo. Hein.
on va parler de jeunesse, mais vous dites, vous l'instrumentalisez. Contre quoi? C'est le constat. Contre quelle couche? Contre quelle couche? Souvent dans vos meetings. Oui, mais on l'instrumentalise et ça veut dire on privilégie quelle couche? Mais je pense que le message, c'est clair, si c'est le président de la République, pour dire l'avenir du Congo, c'est la jeunesse. Voilà pourquoi on la met en avant, le président de la République. Maintenant, ceux qui pensent que, autrement que l'avenir de la République, ce n'est pas la jeunesse, mais qu'ils mettent la jeunesse en retard. Voilà. Et alors, parlons de l'instrumentalisation. Non, il s'agit d'un discours clair qu'il faut expliquer, où, en 2024, le président a dit il y aura création d'emplois pour les jeunes. Plus de 100 000 emplois. Ok. Mais vous n'avez perçu la création des emplois que au travers de la fonction publique. Quand le président création de l'emploi, on va arriver tout à l'heure, il revient de la Bouenza, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a vu des jeunes gens, des jeunes filles. Il y a même, j'ai vu le président avec l'image d'une jeune fille qui explique avec, je crois, le maïs. C'est pas ça la création de l'emploi. Et ils sont aujourd'hui encouragés, encadrés et même financés par des institutions de la République, donc par le gouvernement, au travers le FIGA, au travers la CPCE, au travers. Pourquoi on ne dit pas cela? Peut-être que parce que le gouvernement communique moins. Peut-être. Il va falloir parler. Et puis, moi, personnellement, je suis allé en mission dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Mais j'ai vu que le président a été même modeste en imaginant qu'on pouvait créer 100 000 emplois. Le fait d'avoir été là-bas, je crois que chaque année là-bas, on peut créer même plus de 100 000 emplois. La seule chose qu'il y a à demander, ce sont des obstacles administratifs, des obstacles fonciers qu'il faut éviter. Il faut demander que le gouvernement mette la main pour éviter des obstacles. Il y a des sociétés qui viennent s'installer. Nous avons vu une société qui veut fabriquer des génériques, mais qui ne le fait pas parce qu'il y a un certain nombre de documents qu'on a demandés, qui ne sont toujours pas prêts. Il faut attendre. Alors ça, c'est le gouvernement qui doit diligenter. Mais si vous avez fabriqué ces génériques-là, tout à l'heure, vous avez parlé des hôpitaux. Ça veut dire que les hôpitaux sont ressourcés par des produits à moindre coût. Donc moi, je ne suis pas prêt à démentir ce qu'a dit le président. Au contraire. Alors, il n'y a pas un budget pour la jeunesse comme tel. Encore une fois. Le budget, ça veut dire quoi? Mais lorsque je dis que dans le budget, n'est-ce pas, des lignes avaient été allouées à des structures de l'État comme le FIGA. Le FIGA, ça veut dire c'est un fonds, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils vont à la fois investir, il y aura une garantie. Et puis, donc si le FIGA est retenu dans le budget pour financer des jeunes qui peuvent créer des emplois, ça veut dire que la jeunesse se trouve son compte. Il faut plutôt encourager. Alors, je ne sais pas, moi, que je ne comprenne pas la question. Comment vous pouvez dire il n'y a pas un financement pour la jeunesse? Je dis celui-là, on est un. Celui-là, on est un. Mais il y en a. Il y en a encore. Nous regrettons pour le moment, peut-être parce que avec la situation dans laquelle nous nous trouvions en programme avec le Fonds monétaire, le budget d'investissement est réduit, parce que c'est ça la question. Mais au niveau du budget d'investissement, si nous avons un budget d'investissement, c'est pour créer l'emploi, c'est pour créer la croissance. Ça, c'est la programmation budgétaire, elle est faite par le gouvernement. Nous sommes pas en 2026. Donc le budget 2026 va programmer. C'est vrai, vous allez dire peut-être qu'il y a des opérations prêtes. Je crois que le gouvernement est très prudent, parce que gouverner, c'est prévenir. Je ne pense pas. Alors, que de parler de l'argent? Moi, j'aurais voulu que vous parliez d'autre chose. Est-ce que 2026, il y aura la présidentielle? Parce que
c'est constitutionnel. Voyez-vous? Donc, vous ne voulez pas qu'on parle de l'argent pendant que vous parlez de crise? Non, non. Parce qu'il y a des pays où on dit qu'on ne va pas au vote. Mais ce n'est jamais arrivé chez nous. C'est une idée qui germe dans le PCT, pas de vote? Au contraire, il faut avoir le PCT qui n'a jamais eu une telle idée, non plus le président de la République, parce que les votes se sont passés toujours à date échue. De la présidentielle, nous sommes à une année de cette élection. La campagne relative n'est pas encore ouverte, mais déjà certaines voix appellent à la candidature de Denis Sassou Nguesso. Avant de poser, est-ce qu'il est candidat? Est-ce qu'il sera candidat? Alors, si je vais le prendre en termes de camarade, si le camarade Denis Sassou Nguesso est candidat, il faudra qu'il remplisse une condition. La condition, c'est que le candidat du Parti congolais du travail doit être investi par le comité central du parti. Donc, ce que vous dites, je ne peux pas dire s'il est candidat ou pas, parce que le candidat du PCT, ce sera celui qui sera investi. Donc, il n'est pas encore connu. Mais il y aura beaucoup de candidatures et le comité central, on choisira un. C'est ça, vous pensez qu'il n'y a pas de démocratie? Et parmi les gens qui sont rassemblés ici et là, on a vu aussi le Parti congolais. Mais non, les gens qui demandent qu'il y soit, c'est là, je crois que pour être sérieux, vous n'allez pas dire aux citoyens de ne pas s'exprimer. C'est ça aussi la démocratie, hein. La vivacité de la démocratie. Est-ce que c'est pas une... comment les citoyens sont libres. C'est parce que c'est Denis Sassou Nguesso. Est-ce que ce n'est pas une façon d'influencer l'électorat? Ce n'est pas du gangsterisme électoral? Je vous ai dit que pour le moment, je ne sais pas si le président de la République va rempiler, sera candidat à sa propre... Donc vous, au PCT, peut-être qu'il y aura un autre candidat que Denis Sassou Nguesso? J'ai dit que c'est le comité central qui investit son candidat. Ah d'accord. Donc jusque-là, il n'a pas... Mais il n'y a pas encore la session du comité central. Relative à cette question, bien sûr. Thierry Obié, en tant que citoyen, est-il satisfait du bilan de Denis Sassou Nguesso? Il faut dire que ça fait plus de 30 ans qu'il est au pouvoir, dans la gouvernance. En tant que citoyen. Bon, ma réponse, on ne va pas passer par 4 chemins. Nous allons commencer sur ces questions. Oui, je suis satisfait. Parce que le Congo est en paix. La paix. C'est parce qu'il y a la paix. Mais est-ce qu'il y a la paix sociale, le ventre? Mais parce qu'avec la paix, vous allez développer votre entreprise, vous allez entreprendre. Et nous sommes une économie libérale à travers la Constitution. Thierry Obié, nous allons là à la fin de ce programme. La journée du 8 mars est célébrée chaque année comme journée internationale des droits des femmes. Que pense l'honorable Obié de cette journée? Bon, c'est une journée importante. Je crois que le gouvernement de la République en a donné la valeur qu'il faut. Les femmes elles-mêmes sont plus engagées à la fêter. Parlons de la femme du Congo. Mais je pense que, de mon point de vue, aujourd'hui, on peut penser qu'elle vient de loin. Et qu'aujourd'hui, sans être totalement satisfait, la situation de la femme congolaise est en amélioration. Tout n'est pas encore fait. Donc, vous, au PCT, au-delà que vous les faites jouer au Nzango pour applaudir leur portée des t-shirts, parce que la mobilisation du PCT, c'est souvent dans les marches et vous les empêchez même de vendre pour se rendre à vos meetings. Mais vous ne félicitez pas, si c'est le PCT, vous ne le félicitez pas d'avoir amené le Ndjango jusqu'à devenir un sport maintenant africain. Ça part d'ici. Donc pendant que vous pensez que
C'est le PCT qui encourage le Nzango. C'est un sport que le PCT a mené et qui est reconnu comme déjà un sport africain. Et vous, dans votre localité de Kélé, comment s'est déroulé le 8 mars? Avec le Ndjango aussi, oui. Et vous assistez? Parce que nous encourageons les femmes à faire le sport. Ah bon? Pas les chants, pas... En dehors des champs. En dehors aussi, nous avons des jeunes femmes. Nous avons la femme de Kélé, pour parler de Kélé. Mais nous avons profité pendant l'occasion. Nous avons mis en exergue des femmes qui, en organisant un concours de mets, les meilleurs mets traditionnels à Kélé, et il y en a qui ont gagné des cadeaux. Et nous voulons donc mettre vraiment en orbite les femmes de Kélé, qui sont les meilleures dans la cuisine, pourquoi pas, mais qui sont aussi meilleures dans le foot, qui sont meilleures. Il y a eu des exposés où les anciennes ont témoigné, ont donné comment ils sont arrivés à élever leurs enfants tout en étant que ménagères, tout en étant que... Mais c'était des évocations. Voilà pourquoi je disais que la femme congolaise aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire, mais le parcours qui l'amène à ce jour est élogieux. Thierry Obié, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient que aujourd'hui le monde change avec l'arrivée de Trump et nous, au Congo, nous devons réfléchir sur désormais la voie à donner également à la politique internationale. Nous avons parlé de la guerre à côté, que notre pays également... À l'est de la RDC. À la RDC, notre pays a intérêt à s'investir pour que la paix soit retrouvée chez notre voisin. Parce que quand la maison de l'autre brûle, il faut apporter de l'eau. Nous avons parlé des élections. Nous disons que nous souhaitons que ça se passe dans la paix, parce que pour nous c'est l'essentiel. Et nous avons parlé de la situation économique, parce que nous avons évoqué les grèves. Nous disons que nous avons foi que c'est passager, cette situation va passer. Et nous avons enfin parlé de Kélé. Une fois de plus, j'insiste que personne n'a le droit de refuser le développement d'une communauté. Ce qui se drame à Kélé autour du lycée n'a pas de raison d'être. Ce sont des agendas cachés. C'est des politiques, mais qui se cachent derrière une espèce de secte pour laquelle ils n'y appartiennent même pas. Voilà, encore une fois, je ne manque toujours pas de vous dire combien je suis heureux toujours de répondre à vos questions qui ne sont pas faciles, soit dit en passant. Merci honorable, c'est un plaisir partagé et c'est toujours un bonheur. Nous sommes reçus, parfois nous sommes transportés à 800 km de Brazzaville, où Kélé parfois est dans nos rêves, grâce à vous. Et tous les téléspectateurs aussi découvrent cette localité. Et ajouter cela à Kabanyama aussi, où nous mangeons aussi de la bonne viande. Voilà. Et sans oublier aussi les ananas que vous cultivez ici et là. Merci honorable, merci pour votre temps. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.